Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Ratura, analyste junior chez XTB France. Nous allons comme d'habitude présenter 4 matières premières. Au programme d'aujourd'hui, nous allons parler du pétrole qui a connu une forte volatilité récemment. On va ensuite parler de l'or qui actuellement connaît une consolidation. Est-ce qu'on se dirige vers une correction? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite dans notre programme. On va ensuite parler du cacao qui est également en phase de correction. Est-ce qu'on va se diriger vers une reprise? Et puis enfin, nous allons parler de l'aluminium suite à des sanctions récentes de la Russie de la part des États-Unis et du Royaume-Uni. On va commencer tout de suite avec le pétrole. Alors le disclaimer, il va s'afficher à l'écran. Le pétrole, donc, on a une situation dont vous avez très probablement entendu parler, celle en tout cas d'un commencement d'escalade entre Israël et l'Iran. Je rappelle que l'Iran est le 4e producteur mondial de pétrole, donc forcément les investisseurs se sont posé des questions. Est-ce qu'il y allait y avoir en représailles une baisse des exportations de la part de l'Iran au niveau du pétrole? Et donc c'est ce qui a potentiellement vendredi dernier catalysé une forte hausse du cours. Qui a ensuite corrigé. On a un niveau de raffinage qui est à son plus haut depuis 5 mois en Chine, donc c'est probablement qu'on a une tendance de la demande qui continue à augmenter. Surtout qu'en plus on a toujours l'OPEP, l'OPEP+, qui continue de mettre en œuvre ces coupes de barils. On a en Europe un phénomène qu'on peut observer, c'est un contango. Donc je rappelle ce qu'est un contango, c'est lorsque le prix sur les contrats à terme devient plus élevé que les prix spot. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les investisseurs anticipent une hausse du coût de la matière première. Et enfin, en catalyseur haussier, on a également des exportations russes de pétrole par voie maritime qui se portent plutôt bien. On est à des sommets annuels, en tout cas des sommets sur les 11 derniers mois, donc ce qui veut dire qu'il y a toujours une très forte demande du pétrole à travers le monde. En revanche, on a quand même des catalyseurs baissiers, donc en fait les Nations Unies sont très rapidement intervenues dans le conflit pour créer une désescalade, ou en tout cas empêcher que l'escalade se poursuive entre Israël et l'Iran. Et on a très rapidement vu des effets sur le cours. On a eu 3 dernières séances on a eu d'abord une petite phase de consolidation et puis 3 dernières séances qui ont été clairement orientées à la baisse. Et donc on peut ici voir les effets en tout cas des demandes des États-Unis envers Israël pour ne pas répondre davantage aux ripostes iraniennes. On a aussi un phénomène de diminution du crack spread. Alors pour vous expliquer rapidement ce qu'est un crack spread, c'est la différence entre les prix du baril et les prix des produits pétroliers. Alors on peut observer une diminution du crack spread sur le WTI, donc le brut léger américain, et c'est ce qui pourrait signifier qu'il y a eu un surplus d'offres, alors en tout cas qu'il y a une baisse progressive de la demande. Un graphique qui est relativement intéressant, donc que je vais vous montrer à l'écran. Alors c'est le cours de l'or lorsqu'il y a des chocs disruptifs. Donc le choc disruptif survient ici au point 0 sur l'abscisse. Ce qu'on peut constater, c'est que généralement des chocs disruptifs surviennent après en tout cas un contexte plutôt inflationniste, et que l'événement de la disruption, de l'événement disruptif, crée plutôt un effet correctif, enfin un effet de consolidation. Donc en général il y a un deuxième sommet qui est atteint, et puis ensuite donc on peut observer en moyenne un effet de latéralisation du prix, environ 10 jours après l'événement. Alors on peut soit observer en moyenne un effet de latéralisation, soit, comme ce qu'on a observé l'année dernière durant le conflit entre Israël et le Hamas, un commencement de tendance baissière. Alors là on se situe tout proche de l'événement, et ben on peut peut-être anticiper, si la cyclicité venait à se reproduire, que dans une dizaine de jours, le prix du pétrole atteigne un nouveau pic, un nouveau sommet, et puis commence à soit se latéraliser, soit repartir à la baisse. Voilà pour le pétrole. Parlons maintenant de l'or. Alors l'or, il a connu de très fortes hausses, il a atteint des sommets historiques. On observe toujours une très forte demande sur les contrats à terme. Si on regarde l'or physique, on a également une tendance à l'achat, donc c'est plutôt de la part des banques centrales. Donc voilà, très forte demande sur l'or papier et l'or physique, mis à part les ETF qui sont majoritairement vendeurs, enfin qui ont majoritairement des positions vendeuses. On a un autre indicateur au niveau de l'or, c'est que l'or corrigé de l'inflation reste relativement loin de ses sommets historiques, donc ce qui peut vouloir dire qu'il nous reste de l'espace pour voir des hausses supplémentaires de l'or. Donc peut-être que la correction ne serait pas pour tout de suite. On a également une baisse de la production d'or au premier trimestre dans les mines du Nevada. Donc on a un petit effet mécanique de réduction de l'offre et donc qui peut catalyser, expliquer une partie de la hausse.
On a ensuite, donc, comme pour le pétrole, donc les Nations Unies qui ont œuvré pour une baisse qu'il n'y ait pas d'escalade supplémentaire au Moyen-Orient. Donc on a vu les effets sur le cours de l'or et en général sur le marché des matières premières. Toutes les matières premières ont eu tendance à connaître une relative baisse, enfin même tout le marché en général. Voilà, donc on a aussi ce contexte qui reste toujours d'actualité, que je vous répète régulièrement, mais ce contexte de la hausse du dollar, de la hausse des rendements obligataires, qui normalement, historiquement, est plutôt en défaveur de l'or, qui a tendance à jouer son rôle de valeur refuge lorsque ces phénomènes surviennent. On a alors aussi, oui, donc récemment, la hausse de l'or a principalement été catalysée, en tout cas ce qu'on peut analyser, c'est qu'elle a principalement été catalysée par le fait que le calendrier de baisse des taux était plutôt optimiste. On attendait 2 à 3 baisses de taux en 2024, due à une économie qui commençait un peu à flanchir et une inflation qui se réduisait. Les récents indicateurs macroéconomiques n'ont clairement pas été en faveur de cette lecture. On a eu une inflation qui persiste et on a des indicateurs économiques aux États-Unis, notamment des indicateurs du chômage qui ont été plutôt bons. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la Réserve fédérale ne veut pas se précipiter pour baisser les taux. Et c'est ce qui a peut-être aussi expliqué une baisse de l'or qui était généralement corrélée à un optimisme au niveau de ce calendrier de baisse des taux. Enfin, on a Barrick Gold qui anticipe une augmentation de la production en 2024, donc ce qui pourrait créer un surplus d'offres et donc peut-être contribuer à une baisse future du cours de l'or. On a un graphique que je vous montre à l'écran, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc on a en bleu le cours de l'or spot, et en blanc on a le cours de l'or ajusté de l'inflation. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un ATH qui a été atteint sur le cours spot, mais en revanche, si on regarde le prix ajusté de l'inflation, on est quand même relativement loin des sommets historiques. Ce sommet ici qui a eu lieu à partir de 2020-2021, et ce sommet ici qui a lieu entre 2009-2010 à peu près. Donc voilà, ce qui peut vouloir dire que peut-être qu'on peut observer, on pourra assister à des hausses supplémentaires sur le cours de l'or. Continuons, on va maintenant parler du cacao. Cacao qui est un petit peu comme l'or, qui a eu un cours qui a explosé dû à des problèmes météorologiques, notamment en Afrique. Alors on a la Citi qui est un peu mitigée, donc elle relève ses prévisions à 12 500 $ la tonne pour les 3 prochains mois, donc ce qui veut dire qu'on pourrait continuer à observer un phénomène de hausse. Et puis c'est principalement dû à des facteurs d'approvisionnement qui sont encore en faveur d'une continuation de la hausse des prix du cacao. Mais la Citi, elle est très mitigée parce qu'en fait, elle anticipe certes une hausse de l'or à court terme, mais elle est plutôt négative dans ses perspectives pour 2025. Elle anticipe une baisse des prix des contrats à terme d'environ 25%. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on aurait donc une baisse à court terme, mais peut-être une hausse à court terme, mais une baisse à moyen terme. On a l'ICCO qui continue de nous publier ses prévisions. Elle prévoit une baisse de 5% de la transformation mondiale durant cette saison. Et puis on a toujours cette situation des transformateurs qui refusent de conclure des contrats avec des prix aussi élevés du cacao et donc qui créent un effet mécanique de baisse de la demande. Ils ne veulent pas acheter du cacao à ce prix-là. Et on peut le comprendre. Donc on a eu des derniers chiffres hier au niveau du cacao qui ont plutôt confirmé cette lecture de refus de la part des transformateurs de s'approvisionner en cacao à ces prix-là. On a certes une petite hausse entre le premier trimestre de 2024 et le dernier trimestre de 2023, mais si on compare de trimestre à trimestre, on a clairement une baisse de la transformation de cacao comparé au premier trimestre de 2023, et donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on commence à avoir un effet de consolidation sur le cours du cacao. Si on regarde au niveau des tendances de spéculation, alors ce qu'on peut observer ici, c'est que on a toujours des spéculateurs qui sont positionnés à la hausse, mais cette tendance se réduit, en fait, elle se rapproche, donc le point 0, c'est pas le trait que vous voyez ici, il est un petit peu plus bas, mais en tout cas on observe une réduction. Et ce qu'on observe au niveau des positions longues et courtes, c'est qu'en fait il y a une réduction à la fois des positions longues et des positions courtes. Donc, ce qui peut traduire un attentisme de la part des spéculateurs qui attendent soit de nouvelles informations économiques, soit davantage d'informations au niveau de l'évolution du prix pour se positionner ultérieurement. On va enfin conclure avec l'aluminium, ça va être relativement rapide. On a eu cette nouvelle de sanctions économiques supplémentaires des États-Unis et du Royaume-Uni sur les livraisons russes, donc à la fois d'aluminium, de cuivre et de nickel, sur les bourses de Chicago et la bourse de Londres. Alors donc, ce qui interpelle particulièrement, c'est plutôt l'aluminium, parce que comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite,
L'aluminium en provenance de Russie représente 90% des stocks sur la bourse de Londres. Alors, ce qu'on peut légitimement attendre à la suite de ces sanctions, bah, c'est tout simplement une pénurie sur le marché européen. L'aluminium va commencer à devenir une denrée rare. En tout cas, il va falloir suivre cette situation dans les semaines à venir pour voir comment est-ce que le cours de l'aluminium va réagir. Ça va probablement être très haussier. En tout cas, ça reste à confirmer. Voilà, ça conclut pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations intéressantes. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.